Selon une coutume qui vous est désormais familière, nous vous souhaitons à tous la bienvenue dans le temps X. Le seul temps pense si bien, ou ce que l'on tient en général pour impossible, a quelque chance d'être vrai. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'une des plus vieilles peurs de l'humanité, celle des monstres, des créatures anormales, de tout ce qui est difforme et inspire la répulsion. À propos de monstres, nous venons d'en parler. Si tout d'un coup vous vous trouviez confronté avec une de ces créatures, ces horribles créatures imaginées par Norman Spinrad dans Rêve de fer, que se passerait-il? Eh bien, mais vous les ferez fuir. Avec vos deux jambes, vos deux bras et votre tête, mais vous avez l'air d'un monstre. Oui, Kershka a sans doute un peu raison, car le monstre, au fond, ce n'est rien d'autre que ce qui est différent, ce qui est, à la lettre, hors des normes. Vous savez, n'oublions pas que le mot monstre lui-même vient du latin monstrare, d'où est venu ensuite le mot montrer. Le monstre, c'est ainsi ce qui se montre, ou ce que l'on montre du doigt. Et c'est la raison pour laquelle, sans plus attendre, nous allons maintenant vous les monstrer, ces créatures de cauchemar. Dans les légendes, les mythes, dans tout ce qui fait le très ancien passé de l'humanité, il a toujours été question de créatures monstrueuses, comme les chimères, les vampires, les loups-garous, les dragons et bien d'autres choses encore. Plus près de nous, des expéditions scientifiques sont même régulièrement formées pour donner la chasse à ces grandes créatures qui vivraient au fond des eaux ou au sommet des montagnes. Et dans la science-fiction, eh bien, on peut dire que le monstre, il joue un rôle tout à fait particulier, puisqu'à chaque fois qu'il apparaît, dans notre monde normal, c'est pour provoquer une violente crise qui ne pourra d'ailleurs être résolue qu'avec la disparition de la créature de cauchemar. Eh bien, voyons tout de suite à quoi elle ressemble, cette fameuse créature de cauchemar. La science-fiction nous présente 4 grandes familles de monstres. La première existe déjà tout autour de nous. Ce sont par exemple les insectes, les araignées, les vers de terre, ou même, pourquoi pas, les micro-organismes. En raison de leur petite taille, on ne les remarque pas et ils restent parfaitement inoffensifs. Mais imaginons maintenant, comme l'ont montré de nombreux auteurs à la suite de l'explosion d'Hiroshima, qu'une fourmi ou une araignée, après avoir été exposée à un bombardement radioactif, atteigne tout à coup la taille d'un éléphant. Dans ce cas, l'insecte inoffensif devient alors un monstre épouvantable. Autre catégorie, et celle-là extrêmement prolifique, celle des monstres d'aspect préhistorique. Là, les choses sont simples. C'est le passé de la Terre, celui où l'homme n'avait pas encore conquis notre planète, qui fait irruption tout à coup dans notre présent et menace de détruire la civilisation. En effet, pour des raisons que les auteurs ne s'attardent jamais à expliquer, tel dinosaure de l'ère secondaire a été miraculeusement conservé quelque part, dans les profondeurs de la Terre ou sous les glaces du pôle. Et puis, un jour, ce qui doit arriver arrive et le monstre se réveille. Alors, évidemment, il menace de tout démolir autour de lui, y compris la lente civilisation établie par les hommes. Mais heureusement, dans la majorité des récits, le passé n'a pas raison du présent, et notre monstre finit toujours par être éliminé. Dans ce bestiaire, il reste une dernière famille, celle des monstres extraterrestres. Ceux-là, on les rencontre chez eux, sur leur planète. Tapis dans quelques forêts, ils attendent patiemment l'arrivée des explorateurs. Mais rassurez-vous, nos braves explorateurs, grâce à leur courage, à leur ingéniosité, et aussi, il faut bien le dire, à un bon fusil laser, arriveront toujours à se débarrasser de ce gênant trouble-fête, aussi effrayant soit-il. En vérité, ces monstres ne sont redoutables que par leur taille. Voici maintenant une nouvelle famille, beaucoup plus effrayante, parce que précisément, elles n'ont plus aucun corps matériel. Tout comme les effroyables entités imaginées par l'auteur américain Lovecraft, ce sont des créatures fantomatiques, bourrées d'énergie malfaisante,
et contre lesquels les armes classiques sont totalement impuissantes. Mais pourquoi le monstre est-il si répandu dans les récits de science-fiction classiques et populaires? La première raison nous vient, semble-t-il, de l'aube de l'humanité. Elle est liée à la peur archaïque de l'homme face à la bête. En effet, n'oublions pas qu'avant d'être chasseur, l'homme a été chassé, et qu'il garde au fond de lui le souvenir des terribles combats qui, jadis, l'opposèrent aux animaux monstrueux des premiers âges. Mais aussi beaucoup plus floue. Elle coïncide avec le développement de la société technologique et industrielle. Ainsi, tous les lecteurs de science-fiction ont pu remarquer qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les nouvelles et romans traitant de créatures monstrueuses se sont multipliés, et en particulier au Japon. Oui, car pour les écrivains japonais, le monstre, l'horreur et l'état pur, eh bien c'est Hiroshima, c'est la bombe. Ce qui nous montre une fois de plus que la science-fiction est bel et bien le miroir du présent. Aujourd'hui, dans notre société technologique, le dragon vert, celui qui autrefois crachait des flammes, s'est modernisé. Il s'est mis en quelque sorte au goût du jour. Désormais, le monstre, c'est la machine. C'est elle qui saccage la nature autour d'elle, détruit tout et construit un monde impitoyable, à sa mesure. C'est d'ailleurs ce qu'a parfaitement montré l'écrivain anglais Jim Ballard dans son célèbre roman Crash, où le monstre, luisant d'acier et de chrome, celui qui dévore chaque année des milliers et des milliers de vies humaines, n'est autre que la voiture, elle-même fille d'un monstre encore plus gigantesque, le monstre technologique. C'était un film de Jean-Claude Harrier. Jacques Guamard, je vous remercie d'être venu avec nous dans le temps X pour parler des monstruosités, des monstres, des créatures anormales. Le mot monstre veut dire avertissement, justement. Et je vous propose de définir le monstre comme ceci. Le monstre, c'est un être qui apparemment n'a pas de sens, mais qui probablement doit en avoir un et ne le révèle pas, ce qui est très inquiétant. Alors justement, si on s'en tient à cette définition du non révélé, de ce qui n'est pas dit à travers le monstre, et comme vous accordez par ailleurs une importante place à la psychanalyse dans la préface que vous avez écrite à Histoire de monstres, on est en droit de se demander est-ce que ce monstre, cette image de la monstruosité n'est pas ce qui traîne un petit peu dans l'inconscient, aussi bien l'inconscient individuel que l'inconscient collectif de l'humanité? C'est tout à fait normal de penser ça, parce qu'il n'y a pas que des veaux à deux têtes et des moutons à cinq pattes. Il y a des monstres qui sortent de nos cervelles, qui sont purement et simplement inventés par l'homme, et ces monstres-là sont même beaucoup plus nombreux que les autres. Alors pourquoi inventer des monstres? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des choses que nous avons envie de nous cacher à nous-mêmes. Il y a des choses que nous disons de manière voilée, que nous aimons tenir secrètes et qui apparaissent tout de même. Dans ces conditions, il est difficile de ne pas parler de psychanalyse. Bien sûr. Alors il y a une question qui est très importante et qui chagrine un petit peu les tenants de de cette querelle entre le fantastique et la science-fiction. Est-ce qu'il existe, selon vous, une différence, une distinction à faire entre le monstre du fantastique et le monstre tel qu'il apparaît dans la science-fiction, probablement avec le monstre de Frankenstein en 1817? Je crois que tous les monstres sont cousins les uns des autres. Ils naissent tous de notre inconscient, mais il y a une différence manifeste entre le fantastique et la science-fiction. C'est que les monstres fantastiques semblent être des envoyés de l'au-delà, je dis bien semblent être, je ne vais pas plus loin, tandis que les monstres de la science-fiction reçoivent toujours une explication naturelle. Un exemple, dans la tradition, on pensait toujours que les jumeaux étaient des monstres. La gémellité étant quelque chose de tout à fait rare, apparaissait comme quelque chose de monstrueux. Mais dans les histoires fantastiques qui mettent en scène des jumeaux, il y en a quelques célèbres, comme celle d'Hoffmann par exemple,
L'apparition des jumeaux était un signe inquiétant et était un message de quelque au-delà. Au contraire, en science-fiction, la gémellité est expliquée, elle devient le clonage, qui est une source d'un très grand nombre de paradoxes, mais qui ne nous fait pas perdre totalement notre sang-froid. Est-ce qu'il existe, je dirais, une version moderne du monstre? Tout à l'heure, nous en avons parlé dans ce film. Le monstre n'est-il pas aujourd'hui quelque part dans la société technologique? Est-ce qu'il ne s'est pas déplacé vers ce qu'on pourrait appeler les monstruosités dues au progrès scientifique, à certains excès de la science et de la technologie? Je dirais qu'aujourd'hui, la notion de monstre s'est élargie. On en a fini par inverser la monstruosité. Quelques exemples. D'abord, autrefois, il était admis que la créature de Frankenstein, qui est le monstre de science-fiction typique, comme vous l'avez dit, était un être repoussant. Et tout récemment, Brian Aldiss, dans un roman intitulé Frankenstein délivré, nous présente une créature de Frankenstein qui est un très bel homme. Et c'est précisément sa beauté qui fait son étrangeté et sa monstruosité. C'est en cela qu'il nous surprend. Nous nous attendions au célèbre maquillage de Jack Pierce et nous ne l'avons pas. De la même manière, la science-fiction nous invite, comme vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure à un moment de l'émission, à remettre en question les notions les mieux admises. Si nous nous trouvons nez à nez avec un extraterrestre épouvantable, peut-être bien que ce sera l'extraterrestre qui s'enfuira et qui aura peur de nous. Jacques Guamard, je vous remercie. En dehors du livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont nous avons parlé ensemble, l'histoire de monstres, j'aimerais recommander très rapidement 2 autres ouvrages. Tout d'abord, Dagon, aux éditions J'ai lu, qui est un livre dans lequel l'américain Lovecraft exprime tout son talent à décrire toutes sortes de monstres, de monstruosités. Et ensuite, toujours aux éditions J'ai lu, un livre de l'américain Alfred Van Vogt, La faune de l'espace, qui est un livre à l'intérieur duquel également on nous montre toutes sortes de, je dirais, un bestiaire consacré aux monstres extraterrestres. Oui, les monstres extraterrestres. Mais à propos d'extraterrestres, je crois que nous avons reçu beaucoup de lettres cette semaine, et même des lettres venant de très loin, signées extraterrestres. Absolument, nous en avons reçu. J'espère qu'ils continueront à nous écrire pour que nous puissions les rencontrer. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur les ovnis. Alors je vous conseillerais de lire le dossier des civilisations extraterrestres qui a été écrit par Jean-Claude Ribes et François Biraud et qui est sorti aux éditions J'ai lu. Nombreuses questions aussi sur les séries de télévision. Alors Star Trek, comme l'a dit Grishka, sera bientôt diffusé sur TF1. Et quant à Cosmos 1999, ce sera peut-être aussi le cas. Mais en tout cas, pour le moment, suivez-en les nombreux extraits dans Temps X. Ensuite, j'en profite pour vous montrer le dessin de Christian Vallée, 14 ans, qui illustre cette dernière série et que nous félicitons pour son talent. Nous avons aussi reçu cette semaine le livre de Daniel Fondanèche qui s'appelle « 3 thèmes de la science-fiction ». Alors, comme l'indique son titre, 3 thèmes sont traités. Tout d'abord, la fusée, que vous découvrirez à travers les âges. Ensuite, le robot, du rudimentaire au plus perfectionné. Et enfin, la ville. Ce livre intéresse en particulier les formations scolaires, car il donne une très bonne idée du contenu graphique de la science-fiction. Il est en effet associé à 30 diapositives. Voilà, je vous remercie encore pour tout votre courrier cette semaine. J'ai même reçu une cassette hier, alors je crois qu'il serait bon que vous soyez aussi nombreux à nous envoyer ce genre de lettres sonores. Je vous rappelle notre adresse, Temps X, TF1, bureau 4071, 17 rue de l'Arrivée, Paris 15e. Voilà, il est plus que temps de nous quitter. La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour un tout autre dossier qui sera consacré cette fois aux mutants, les mutants monstrueux et les surhommes. Et nous recevrons également un très grand auteur de science-fiction française, Michel Jury. En attendant, comme d'habitude, que la grande paix galactique soit avec vous tous. À Tram.